Consultez l'historique des miniatures pour cette vidéo. Mes parents ne m'ont jamais acheté un seul cadeau pour mon anniversaire ou mon mariage, pourtant ils ont acheté à ma sœur une maison de 1 million €. Alors, je leur ai fait un cadeau surprise. Je suis Clara Morgan, 35 ans, et j'ai passé des années à être le distributeur automatique invisible de la famille. Mes parents ne m'ont jamais fait un seul cadeau, ni pour mon anniversaire, ni pour mon mariage. Mais pour le 30e anniversaire de ma jeune sœur, ils ont organisé une fête somptueuse dans un restaurant chic du bord de mer de Savannah. Il y avait des tours de champagne et un groupe de musique en direct coûtant des milliers d'euros. Ils s'attendaient à ce que je paie l'addition comme toujours. Je suis restée assise là, à les regarder la choyer, leur sourire large pendant qu'ils portaient un toast à sa journée spéciale. Mon estomac s'est noué. J'en avais assez. Quand l'addition est arrivée, je l'ai poussée de l'autre côté de la table. Je ne paie pas, ai-je dit, d'une voix posée mais tranchante. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de ma mère est tombée. Les yeux de mon père se sont plissés et le visage de ma sœur est devenu rouge. « Tu plaisantes » a-t-elle lancé. Mais je ne plaisantais pas. Pour la première fois, j'ai refusé de financer leur favoritisme. Ils lui avaient acheté une maison d'1 million € alors que je n'avais rien eu d'autre que des excuses. Cette nuit-là, j'ai tracé une ligne. Fini de jouer à leur jeu. Ce que je ne savais pas, c'est que mon refus allait dévoiler un secret qu'ils avaient enfoui pendant des années. Un secret sur un fond en fiducie, une maison et une trahison qui allaient tout changer. Restez avec moi pour découvrir comment j'ai transformé leur mensonge en une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Si vous vous êtes déjà senti pris pour acquis par votre famille, cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez votre histoire dans les commentaires. Parlons de la façon de défendre ce qui est juste ensemble. Quelques jours après la fête d'anniversaire, j'examinais les documents financiers de mon père. En tant qu'experte comptable, je l'aidais avec ses impôts et ses investissements depuis des années, une routine que j'avais adoptée pour que tout se passe bien à la maison. Son bureau niché dans le coin de notre maison de Savannah était un désordre de dossiers et de reçus. Je triais des relevés bancaires quand un document a attiré mon attention. Un épais paquet à l'aspect juridique avec la mention fonds en fiducie familiale tamponnée en haut. Mon cœur a raté un battement. Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant. J'ai feuilleté les pages, les mains tremblantes. Le fonds en fiducie était lié à une maison d'1 million €, celle dans laquelle ma sœur Dawn vivait avec son mari. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est mon nom, Clara Morgan, listé comme cofiduciaire aux côtés de ma mère et de mon père. Une cofiduciaire, moi. Il n'avait jamais mentionné cela, pas une seule fois. J'étais censé avoir mon mot à dire sur la façon dont la fiducie était gérée, mais il m'avait gardé dans l'ignorance. La maison, celle qu'ils avaient donnée à Dawn sans y réfléchir à deux fois, faisait partie d'un fonds auquel j'étais légalement lié. Ma poitrine s'est serrée alors que la vérité m'apparaissait. Ils m'avaient délibérément caché cela. J'ai relu le document ligne par ligne. Il décrivait le but de la fiducie de subvenir aux besoins des actifs familiaux avec des instructions claires pour que les cofiduciaires approuvent les décisions majeures comme les transferts de propriété. La maison de Dawn était le seul actif listé. J'ai repensé à toutes les fois où ma mère et mon père avaient balayé mes questions sur leurs finances, disant « Ne t'inquiète pas, c'est géré ». Géré pour Dawn. Apparemment, j'avais travaillé dur, construit ma propre carrière, pendant qu'ils versaient tout pour elle, une maison, un style de vie, le tout sans m'en dire un mot. Mon esprit s'emballait. Pourquoi ferait-il de moi une cofiduciaire sans jamais me le dire? La réponse était douloureusement claire. Il voulait que Dawn ait tout. Sans poser de questions. J'imaginais le sourire forcé de ma mère lors des dîners de famille, les excuses vagues de mon père quand je proposais de revoir leur compte. Ils avaient planifié cela, misant sur ma confiance pour me garder dans l'ignorance. J'ai ressenti une vague de colère, non seulement envers eux, mais envers moi-même pour ne pas l'avoir vu plus tôt. En tant qu'experte comptable, j'aurais dû remettre en question leurs secrets. Mais j'avais laissé la loyauté familiale obscurcir mon jugement. J'ai posé le document, mes mains maintenant stables. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait d'équité, du fait d'être mise à l'écart dans ma propre famille. J'ai pensé à Dawn vivant dans cette vaste maison de style colonial sur la côte de Savannah, sans jamais me remercier ou se demander comment elle était financée. J'avais toujours été la personne fiable, celle qui réparait leurs dégâts, mais j'avais fini de jouer ce rôle. Si j'étais cofiduciaire,
J'avais des droits, et je n'allais pas les laisser cacher cela sous le tapis. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les fonds en fiducie, apprenant ce que signifiait être cofiduciaire en Géorgie. La loi était claire. J'avais le pouvoir d'exiger la transparence, de remettre en question les décaissements, et même de contester la gestion de la fiducie. Plus je lisais, plus je réalisais à quel point on m'avait refusé le contrôle. Ma mère et mon père devaient savoir que je le découvrirais un jour. Pourquoi d'autres gardaient cela si secret? Je me suis demandé s'ils avaient falsifié ma signature sur les documents de la fiducie ou s'ils supposaient simplement que je ne regarderais jamais. Quoi qu'il en soit, leur secret était une trahison que je ne pouvais pas ignorer. J'ai appelé une collègue de mon cabinet comptable, quelqu'un en qui j'avais confiance pour obtenir un deuxième avis. Sans trop en dire, j'ai posé des questions sur les fonds en fiducie et les droits des cofiduciaires. Elle a confirmé ce que j'avais lu. J'avais la capacité juridique de demander des registres complets et je pouvais même geler les actifs de la fiducie si une mauvaise gestion était soupçonnée. Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Il ne s'agissait pas seulement de sentiments blessés. Il s'agissait de responsabilité. J'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait, ce qu'ils avaient caché d'autre pour privilégier Dawn. Ce document m'a fait réfléchir à toutes les fois où mes parents m'ont négligé. La découverte du fonds en fiducie a été un coup dur, mais ce n'était pas la première fois que je me sentais mise à l'écart. En grandissant, ma mère et mon père avaient l'habitude de mettre Dawn sur un piédestal pendant que je devais me battre pour obtenir leur approbation. J'avais travaillé sans relâche pour bâtir ma carrière d'experte comptable, obtenant une promotion au poste de comptable principal dans un grand cabinet de Savannah. Quand j'ai partagé la nouvelle lors d'un dîner de famille, ma mère a à peine levé les yeux de son assiette. « C'est bien », a-t-elle dit, puis elle s'est tournée vers Dawn, s'extasiant sur son nouveau travail de réceptionniste à temps partiel. Elle s'en sort si bien. Ma mère rayonnait comme si mes années de travail acharné ne signifiaient rien. Je me suis souvenu de la fois où j'avais ouvert mon propre cabinet comptable, un pari risqué qui a porté ses fruits. J'étais si fier, m'attendant au moins à un signe de tête de mon père. Au lieu de cela, il a passé la soirée à parler de la voiture qu'il avait achetée à Dawn, un cabriolet brillant dont elle n'avait même pas besoin. Elle le mérite, a-t-il dit, pendant que j'étais assise là, mon accomplissement invisible. Il ne m'avait jamais offert un seul centime, ni pour l'université, ni pour mon entreprise, même si j'avais toujours été celle qui se débrouillait seule. Pendant ce temps, ils ont payé le loyer de Dawn pendant des années, même quand elle passait d'un travail à l'autre, prétendant qu'elle cherchait sa voie. L'injustice était cuisante, mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la façon dont ils me rejetaient comme si mon travail acharné était normal, tandis que les plus petits pas de Dawn étaient un triomphe. Je me suis souvenu d'un Noël où j'avais économisé pour organiser une réunion de famille chez moi. J'ai passé des jours à planifier, à cuisiner, à décorer, seulement pour que ma mère se plaigne que Dawn ne pouvait pas venir parce qu'elle était trop stressée. Ils sont partis tôt pour aller la voir, me laissant avec une table pleine de nourriture non mangée et un sentiment de vide. Je ne pouvais pas chasser ces souvenirs alors que j'étais assise dans mon bureau, les papiers du fonds en fiducie brûlant encore dans mon esprit. Combien de fois avais-je laissé passer leur favoritisme, me disant que cela n'avait pas d'importance? J'avais toujours été la fille responsable, celle qui ne faisait pas de vagues. Mais maintenant, sachant que j'étais une cofiduciaire qu'ils m'avaient cachée, je voyais les choses clairement. Ils avaient pris ma loyauté pour acquise, l'utilisant pour soutenir Dawn tout en me gardant dans l'ignorance. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai donc appelé mon amie Vanessa, une avocate qui avait toujours le don de clarifier les choses. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café au bord de l'eau à Savannah, le genre d'endroit où le bourdonnement des conversations donnait un sentiment de sécurité. Je lui ai parlé du fonds en fiducie, de la façon dont ma mère et mon père m'avaient nommé cofiduciaire, mais ne l'avaient jamais mentionné. Ce n'est pas seulement injuste, a dit Vanessa en se penchant en avant, son café intact. C'est délibéré. Tu es experte comptable. Tu sais comment fonctionnent les fiducies. Il ne voulait pas que tu poses des questions. Ces mots ont eu l'effet d'une étincelle. Elle m'a exhorté à creuser davantage pour exiger les dossiers complets de la fiducie. Tu mérites des réponses, Clara, a-t-elle dit d'une voix ferme. Ne les laisse pas te repousser à nouveau. Les encouragements de Vanessa étaient exactement ce dont j'avais besoin. Pendant des années, j'avais ravalé ma frustration, pensant que la famille signifiait supporter leur choix. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une maison ou d'argent.
Il s'agissait de respect, de ma place dans une famille qui semblait m'accorder moins de valeur. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais restée silencieuse quand ma mère louait le potentiel de Dawn ou quand mon père lui donnait de l'argent pour des urgences. Ils avaient construit un récit où Dawn était celle qui avait besoin d'aide, alors qu'on attendait de moi que je continue, quoi qu'il arrive. Assise dans ce café, j'ai ressenti un changement. Je n'allais plus être leur fille invisible. Les conseils de Vanessa m'ont donné de la clarté. J'avais les compétences et le droit de découvrir la vérité. En tant que cofiduciaire, je pouvais demander chaque document, chaque transaction liée à cette fiducie. Si ma mère et mon père pensaient pouvoir continuer à favoriser Dawn sans conséquence, ils se trompaient. J'ai quitté le café avec un feu dans la poitrine, déterminé à trouver la preuve de leur favoritisme, pas seulement pour moi, mais pour leur montrer que je n'étais pas invisible. J'ai commencé à planifier ma prochaine étape. Le fonds en fiducie n'était pas seulement un morceau de papier. C'était la preuve jusqu'où ils étaient allés pour donner la priorité à Dawn. J'allais chercher d'autres dossiers, tout ce qui pourrait montrer ce qu'ils avaient caché d'autre. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'équité, de les tenir responsables pour m'avoir mise à l'écart pendant des années. Le week-end venu, je fouillais dans la remise de rangement derrière la maison. La remise, nichée derrière la maison familiale de Savannah, était un labyrinthe poussiéreux de vieux meubles et de boîtes oubliées. J'ai décidé de chercher là, poussé par l'intuition qu'il y avait plus dans ce fonds en fiducie que ce que j'avais trouvé dans le bureau de mon père. Ma résolution s'était endurcie après m'être souvenu d'années de mise à l'écart, et j'étais déterminé à découvrir toute preuve de ce que mes parents avaient fait. J'ai poussé une pile de caisses, mes mains frôlant des toiles d'araignée jusqu'à ce que j'aperçoive un petit coffre-fort rouillé coincé dans un coin. Il était lourd, le genre de choses que l'on s'attendrait à contenir quelque chose d'important. Mon cœur s'est emballé alors que je l'ouvrais avec un pied de biche, les charnières grinçant après des années de négligence. À l'intérieur, il y avait une collection de papiers jaunis, de lettres, de factures et un contrat plié étiqueté fonds d'épargne. Le contrat portait mon nom, écrit avec l'écriture soignée de grand-mère Mildred. Ma grand-mère, qui était décédée il y a des années, avait créé ce fonds pour moi, sa petite fille aînée, afin de m'aider pour mon avenir. Le montant était suffisamment substantiel pour changer ma vie. Mais en creusant plus profondément, mon estomac s'est noué. Parmi les papiers se trouvait un accord de transfert signé par ma mère et mon père redirigeant le fonds d'épargne de ma grand-mère pour acheter la maison d'1 million d'euros où Dawn vivait maintenant. Le contrat était clair. Les fonds qui m'étaient destinés avaient été utilisés pour garantir sa maison sans aucune mention de mon consentement. Je me suis assise sur le sol de la remise, serrant les papiers, ressentant un mélange de trahison et d'incrédulité. Grand-mère Mildred avait voulu me donner une longueur d'avance, mais mes parents m'avaient enlevé cela pour tout donner à Dawn. Ensuite, j'ai lu les lettres. L'une d'elles, écrite par ma grand-mère, m'était adressée. « Clara, écrivait-elle, ce fonds est pour tes rêves, pas les leurs. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Elle savait que ma mère et mon père pourraient favoriser Dawn. Elle l'avait vu même à l'époque. Un autre document montrait la chronologie. Le fonds d'épargne a été vidé peu de temps après la mort de ma grand-mère, canalisé dans la fiducie qui a acheté la maison de Dawn. La signature de ma mère était griffonnée en bas, à côté de celle de mon père. Ils ne m'avaient pas seulement caché la fiducie. Ils avaient effacé les intentions de ma grand-mère pour privilégier leur favorite. La blessure était profonde, mais elle me nourrissait. Ces papiers n'étaient pas seulement des preuves. C'était la preuve jusqu'où ma mère et mon père étaient allés pour faire passer Dawn en premier. J'avais toujours su qu'ils la favorisaient. Mais le voir noir sur blanc était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de confiance, de la famille choisissant une fille plutôt qu'une autre. J'ai rassemblé les documents, les mains tremblantes, non de colère, mais de clarté. J'allais les confronter avec cela, les obliger à faire face à ce qu'ils avaient fait. Alors que je verrouillais le coffre-fort, Vanessa est passée avec des plats à emporter d'un restaurant voisin. Toujours plongée dans le travail ? A-t-elle demandé en faisant un signe de tête vers les papiers que j'avais à la main. J'ai souri, gardant un ton léger. Je trie juste de vieilles affaires, ai-je dit. Pas encore prête à partager ma découverte. Nous avons discuté brièvement de mon dernier client au cabinet, de sa prochaine affaire au palais de justice, des choses normales entre amis. Rien de lourd. Vanessa n'a pas posé de questions indiscrètes et je n'en avais pas besoin.
Il ne s'agissait pas de soutien émotionnel. J'avais dépassé ce stade. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me rappeler le monde en dehors de ce désordre. Après son départ, je me suis assise à nouveau avec les documents, assemblant mes prochaines étapes. L'accord de transfert était juridiquement contraignant, mais il violait les instructions de ma grand-mère. En tant qu'experte comptable, je savais que je pouvais le contester. Les fiducies et les successions étaient mon domaine d'expertise. Je devais vérifier les signatures, croiser les dates avec les relevés bancaires et monter un dossier. L'idée de confronter ma mère et mon père était intimidante, mais je ne pouvais pas laisser passer cela. Ils avaient pris quelque chose qui m'était destiné et l'avaient donné à Dawn sans y réfléchir à deux fois. J'ai glissé les papiers dans un dossier, ma résolution plus forte que jamais. Il ne s'agissait pas de me venger. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait, d'honorer les volontés de grand-mère Mildred. J'utiliserai ces documents pour exiger des réponses, pour faire comprendre à mes parents qu'ils ne pouvaient pas réécrire mon avenir au profit de Dawn. La remise a semblé plus silencieuse alors que je sortais, le poids des preuves entre mes mains. J'étais prête à les affronter, peu importe la force avec laquelle ils se défendraient. La semaine suivante, je me suis assise pour rédiger une lettre juridique. Les documents du coffre-fort de grand-mère Mildred étaient encore frais dans mon esprit, leur poids me poussant à agir. En tant qu'experte comptable, je connaissais le pouvoir du papier. Les chiffres et les signatures ne mentent pas. J'ai passé des heures à mon bureau, dans mon appartement de Savannah, à rédiger une lettre à ma mère et à mon père exigeant qu'ils remboursent le fonds d'épargne qu'ils avaient détourné pour acheter la maison de Dawn. S'ils ne le faisaient pas, j'intenterais un procès pour liquider la propriété d'1 million d'euros liée à la fiducie familiale. Chaque mot était délibéré, soutenu par les preuves que j'avais trouvées. Je n'étais plus seulement leur fille. J'étais cofiduciaire et j'avais des droits. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé, m'assurant qu'ils ne pourraient pas l'ignorer. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel de ma mère. « Comment as-tu pu faire ça » a-t-elle crié, la voix tranchante de colère. « Tu es tellement égoïste, Clara. » J'ai serré le téléphone, mon pouls régulier. « Égoïste » ai-je répliqué. « Vous avez pris ce que grand-mère me destinait et vous l'avez donné à Dawn. Je demande juste ce qui est juste. » Elle a bafouillé, m'accusant de déchirer la famille, mais j'ai tenu bon. Mon père a pris le téléphone ensuite, le ton plus froid. « Tu fais une erreur, » a-t-il dit. « Cela ne se terminera pas bien pour toi. » Ces mots m'ont piqué, mais ils ne m'ont pas fait changer d'avis. J'avais vu les preuves. Il ne pouvait pas s'en sortir en parlant. Ce soir-là, Dawn a appelé, sa voix étant un mélange de panique et de défi. « Qu'est-ce que tu fais, Clara » a-t-elle exigé. « Tu ne peux pas simplement menacer de prendre ma maison. » J'ai pris une grande inspiration, gardant un ton égal. « Je ne menace pas, Dawn. Je demande l'argent que grand-mère m'a laissé. Tu as vécu dessus sans m'en dire un mot. » Elle a balbutié, prétendant qu'elle ne connaissait pas l'existence du fonds d'épargne, mais ses excuses sonnaient creux. Je pouvais entendre la peur dans sa voix. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée. Pendant des années, elle s'était laissée porter par le favoritisme de ma mère et de mon père, sans jamais se demander d'où venait l'argent. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel surprise du mari de Dawn. Je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements familiaux, mais nous n'avions jamais été proches. « Clara, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fonds en fiducie » a-t-il demandé, la voix prudente mais curieuse. J'ai expliqué les bases. J'étais cofiduciaire de la fiducie familiale qui finançait leur maison, et ma mère et mon père avaient utilisé mon fonds d'épargne sans mon consentement. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je ne savais pas que tu étais impliqué. » Ils ne t'ont jamais mentionné. Ces mots ont confirmé ce que je soupçonnais. Ma mère et mon père l'avaient gardé dans l'ignorance, lui aussi. « Peux-tu m'envoyer les détails » a-t-il demandé. J'ai promis de partager ce que je pouvais, sentant une fissure dans le front uni de la famille. Patrick, comme je l'appellerai plus tard, commençait à remettre en question leur histoire. La colère de ma mère et de mon père ne m'a pas surprise, mais elle faisait quand même mal. Ils m'avaient toujours dépeinte comme la personne fiable, celle qui n'avait pas besoin d'aide. Maintenant, alors que je me défendais, ils me traitaient d'égoïste, comme si l'équité était une trahison. L'appel de Dawn n'a fait qu'aggraver la douleur. Elle n'a même pas essayé de comprendre mon point de vue.
Mais le doute de Patrick m'a donné une lueur d'espoir. S'il se posait des questions, la vérité n'était peut-être pas aussi enfouie qu'il le pensait. J'ai passé les jours suivants à préparer leurs réponses. Je savais que ma mère et mon père ne reculeraient pas facilement. Ils avaient construit leur monde autour de la protection de Dawn, mais je ne reculais pas non plus. En tant qu'experte comptable, j'avais traité avec des clients difficiles et des audits complexes. Ce n'était pas différent. J'ai contacté une avocate avec qui j'avais travaillé sur des contrats commerciaux, lui demandant conseil sur les litiges liés aux fiducies. Elle a confirmé que ma lettre était une première étape solide, claire, légale et fondée sur des preuves. S'il ne s'y conformait pas, je pouvais aller au tribunal, forçant la fiducie à vendre la maison pour régler la dette. Le poids de tout cela pesait sur moi, mais je ressentais un calme étrange. Pendant des années, j'avais laissé passer leur favoritisme, pensant qu'il était de mon devoir de maintenir la paix. Maintenant, j'avais fini. La lettre ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de les forcer à me voir non pas comme leur fille invisible, mais comme quelqu'un qui méritait le respect. L'appel de Patrick est resté dans mon esprit. Son doute était un signe que la vérité pouvait faire bouger les choses. Je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite, mais j'étais prête à aller de l'avant, peu importe la force avec laquelle il se battrait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat inconnu. Sa voix était calme mais ferme, se présentant comme l'avocat qui avait géré la succession de grand-mère Mildred. Il avait entendu parler de ma lettre juridique par une collègue et avait quelque chose d'urgent à partager. « Votre grand-mère a laissé un testament, a-t-il dit, un testament que vos parents n'ont jamais divulgué. » J'ai eu le souffle coupé. Grand-mère était décédée il y a des années, et j'avais supposé que tout était réglé. Il a expliqué qu'elle m'avait laissé une petite boutique au bord de mer à Savannah et un compte d'épargne séparé, tous deux destinés à assurer mon avenir. Mais ma mère et mon père l'avaient caché, affirmant que les actifs étaient bloqués dans la fiducie familiale. Je suis resté figé à la table de ma cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille. L'avocat a lu le testament détaillant les intentions de ma grand-mère. « Elle savait que vos parents favorisaient votre sœur, a-t-il dit. Elle voulait vous protéger. Grand-mère Mildred avait vu leur favoritisme bien avant moi, écrivant des clauses pour s'assurer que j'aurais quelque chose à moi. La boutique, une petite vitrine pittoresque sur la côte, m'était destinée pour la gérer ou la vendre comme bon me semblait. Le compte d'épargne, bien que plus petit que celui que j'avais trouvé dans le coffre, était un filet de sécurité qu'elle avait créé juste pour moi. Ma poitrine me faisait mal, non de colère, mais de l'amour qu'elle avait montré, caché pendant tout ce temps. Ma mère et mon père avaient enterré ce testament tout comme ils avaient enterré mon fonds d'épargne. J'ai remercié l'avocat, la voix assurée malgré le choc. Il a promis d'envoyer des copies du testament et m'a conseillé de consulter ma propre avocate pour le faire appliquer. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange de gratitude et de trahison. Grand-mère avait cru en moi, avait vu ma valeur quand mes parents ne la voyaient pas. Mais leur secret coupait plus profondément que jamais, une autre couche de leur choix de donner la priorité à Dawn. Ce soir-là, Dawn s'est présentée à mon appartement à l'improviste. Son visage était rouge, ses yeux flamboyants alors qu'elle faisait irruption. « Tu détruis notre famille avec cette lettre », a-t-elle crié en faisant les 100 pas dans mon salon. « Maman et papa ont tout fait pour nous, et tu les punis. » Je me suis tenu près du comptoir, gardant mon sang-froid. « Tout pour toi, Dawn », ai-je dit calmement. « Ils m'ont caché le testament de grand-mère. Ils t'ont donné une maison avec mon argent. Ce n'est pas ça, la famille. C'est injuste. » Elle s'est moquée, insistant sur le fait que notre mère et notre père n'avaient pas le choix, que la fiducie était compliquée. Mais ces mots ont hésité et j'ai vu le doute briller dans ses yeux. Elle n'était pas habituée à ce que je me défende. Je n'ai pas élevé la voix ni ne l'ai laissé me provoquer. « Tu as toujours obtenu ce que tu voulais, lui ai-je dit. Mais j'en ai fini de les laisser m'effacer. » Dawn a essayé d'argumenter, affirmant que je faisais toute une histoire pour rien, mais je l'ai coupé. J'ai des preuves, Dawn. Le testament de grand-mère, le fonds d'épargne. Ils m'ont tout caché. Elle s'est figée, son défi s'effondrant pendant un instant. Puis elle est sortie en trombe, claquant la porte, me laissant dans le silence. Son explosion ne m'a pas ébranlé. Au contraire, cela m'a rendue plus certaine. Le testament de grand-mère Mildred n'était pas seulement un cadeau. C'était une bouée de sauvetage, un rappel que quelqu'un dans notre famille m'avait accordé de la valeur.
J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser mes preuves, le contrat du fonds d'épargne, l'accord de transfert, et maintenant le testament. Je devrais rencontrer mon avocate bientôt pour tracer les prochaines étapes. Le secret de ma mère et de mon père, le déni de Dawn, tout cela pointait vers une plus grande confrontation à venir. Je ne cherchais pas à les déchirer, mais je ne les laisserais plus cacher la vérité. J'étais prête à les affronter, armée des faits et de la confiance de grand-mère en moi. Une semaine plus tard, je suis entré dans le bureau de l'avocate. La pièce était austère avec une longue table et des étagères de livres juridiques tapissant les murs. Je portais un dossier avec les preuves, le contrat du fonds d'épargne du coffre-fort, le testament de grand-mère Mildred et les documents de la fiducie. Ma mère, mon père, Dawn et Patrick étaient assis en face de moi, les visages tendus. Vanessa était là comme témoin, l'expression neutre, assise calmement sur le côté. L'avocat, un homme d'âge moyen à la voix posée, a ouvert la réunion en me demandant de présenter mon cas. J'ai étalé les papiers méthodiquement, en commençant par le fonds d'épargne qui m'était destiné et détourné pour acheter la maison de Dawn. C'était le cadeau de grand-mère pour moi, ai-je dit en désignant sa lettre manuscrite. Vous l'avez utilisé à mon insu. Je suis passé au testament détaillant la boutique du bord de mer et le compte d'épargne que ma mère et mon père avaient caché. En tant que cofiduciaire, je n'ai jamais été informé de mon rôle ni de ses actifs. Ma voix était calme mais ferme. J'ai terminé par mon exigence, qu'il paie les frais d'entretien de la fiducie, rétroactivement pour des années de négligence, sinon je ferai pression pour liquider la maison afin de couvrir les coûts. Le visage de ma mère est devenu rouge. Tu nous déchires pour de l'argent, a-t-elle lancé, les poings serrés. Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Mon père s'est penché en avant, la voix basse mais tranchante. Tu as toujours été si indépendante, Clara. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? J'ai croisé son regard. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'équité. Vous avez caché les volontés de grand-mère pour favoriser Dawn. Leurs objections semblaient répétées, un mur pour détourner la vérité. Dawn était assise de manière rigide, ses yeux allant et venant entre moi et les documents. Patrick, cependant, m'a surprise. Clara a raison, a-t-il dit, brisant le silence. Si elle avait droit à ses fonds, vous auriez dû le lui dire. Sa voix était stable, et j'ai vu Dawn tressaillir à côté de lui. Je travaille dans le secteur bancaire, a-t-il continué. Les fiducies ne fonctionnent pas comme ça. Cacher le rôle d'un cofiduciaire est mal. Son soutien a pris ma mère et mon père au dépourvu, leurs expressions passant de la colère au malaise. Ma mère a essayé de changer de sujet. Dawn n'avait plus besoin de la maison, a-t-elle insisté. Tu as toujours très bien réussi toute seule. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas à vous de décider. Grand-mère m'avait choisi pour ses actifs. Mon père s'est moqué, m'accusant d'exagérer, mais l'avocat est intervenu. Ces documents sont clairs, a-t-il dit en tapotant le testament. Clara a des motifs pour faire valoir ses droits. La pièce est tombée dans le silence, le poids de ses mots se faisant sentir. Vanessa est restée silencieuse, son rôle se limitant à observer, sa présence rappelant les enjeux juridiques. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait mon dernier mouvement. J'ai fini d'être votre cofiduciaire silencieuse, ai-je dit. Je me retire de ce rôle, mais pas de ce combat. Payez les frais ou la fiducie vendra la maison pour régler la dette. Dawn a halté, ses mains couvrant sa bouche. Les yeux de ma mère se sont écarquillés et la mâchoire de mon père s'est contractée. Il ne s'attendait pas à ce que je me retire entièrement de la fiducie. Patrick a hoché légèrement la tête, sa reconnaissance étant une petite victoire, mais le défi de ma mère et de mon père n'a pas faibli. Tu le regretteras, a averti mon père, d'une voix froide. Je n'ai pas tressailli. Je regrette de vous avoir fait confiance pour être juste, ai-je répondu. L'avocat a clos la réunion, leur conseillant d'examiner sérieusement ma demande. Alors que nous nous levions pour partir, Dawn a évité mon regard, et ma mère a marmonné quelque chose à propos de la loyauté familiale. J'ai ressenti la morsure de leurs mots, mais aucun doute quant à mon choix. En sortant, je me suis senti plus légère, libérée du fardeau du rôle qu'ils m'avaient imposé sans mon consentement. Les preuves étaient désormais publiques. La vérité était mise à nu. Le soutien de Patrick était une fissure dans leur front uni, et je savais que cela changerait les choses. Je n'étais pas sûr de ce qu'il ferait ensuite, mais j'avais pris position.
Le combat pour l'équité n'était pas terminé, mais j'avais pris le contrôle, et c'était suffisant pour le moment. Après la réunion, j'ai conduit jusqu'à la boutique de grand-mère Mildred. La petite vitrine du bord de mer se tenait tranquillement le long de la côte de Savannah, son enseigne usée par les intempéries rappelant son attention envers moi. J'ai décidé de la vendre, non par rancune, mais pour construire quelque chose de nouveau. La vente a été conclue rapidement, rapportant suffisamment pour créer un fonds personnel pour mon avenir, un nouveau départ, libre de l'ombre de ma famille. J'ai investi l'argent judicieusement, utilisant mes compétences d'experte comptable pour assurer mon indépendance à Savannah, où je pourrais vivre selon mes propres conditions. Ma mère, mon père et Dawn ne pouvaient pas payer les frais d'entretien de la fiducie. L'avocat les avait prévenus, mais ils l'avaient ignoré, s'accrochant à leurs excuses. La fiducie est passée à la liquidation de la maison d'1 million d'euros, et la vente a à peine couvert les frais en retard et une lourde dette fiscale. Les finances de ma mère et de mon père se sont effondrées sous la pression, leurs économies étant épuisées par leur refus de faire face à la vérité. Dawn a perdu la maison qu'elle considérait comme acquise. Forcée de louer un petit appartement et de trouver un emploi stable pour la première fois. Les conséquences de leur favoritisme ont frappé fort. Un cadeau amer que je n'avais pas besoin de livrer. Ils se l'étaient attiré eux-mêmes. J'ai choisi de couper tout contact. Plus d'appels. Plus de visites. J'ai bloqué le numéro de ma mère après son dernier message vocal en colère m'accusant de trahison. Mon père a envoyé un court message affirmant que je les avais ruinés, mais je n'ai pas répondu. Dawn n'a jamais cherché à me contacter, et je ne m'y attendais pas. Partir n'a pas été facile. Les liens familiaux persistent même quand ils font mal, mais c'était nécessaire. Leur choix avait construit un mur que je ne voulais plus escalader. Le cadeau surprise n'était pas une vengeance. C'était les laisser faire face aux retombées de leur injustice. En donnant la priorité à Dawn, ils avaient misé leur stabilité éperdue. Je n'ai ressenti aucune joie face à leur chute, seulement le soulagement d'avoir récupéré ma valeur. L'héritage de grand-mère Mildred, sa boutique, son testament, m'ont donné la force de me libérer, d'arrêter de mendier leur reconnaissance. Ce voyage m'a appris une dure leçon. Ne laissez pas l'injustice familiale définir votre valeur. Fixez des limites, protégez vos droits et ne craignez pas de couper les liens toxiques. J'ai passé des années à être invisible pour mes parents, mais j'ai appris à m'estimer, à me battre pour ce qui m'appartient. La côte tranquille de Savannah est devenue mon refuge, un endroit pour reconstruire sans leur jugement. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. J'apprécie votre empathie. Veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Que feriez-vous à ma place ?